Donc je commence par le corpus freudien, avec quelques commentaires sur corps, corpus, cadavre, parole. Et pour montrer combien ce corps est toujours vivant, aujourd'hui je vais revenir essentiellement sur un texte de Freud. Ce texte, on ne le lit plus si souvent que ça, mais enfin, il s'agit des considérations sur l'amour de transfert et en particulier sur le transfert amoureux des dames auprès du psychanalyste. Alors, sans voix et sans stylo, là, on voit un. Il y a des stylos là? Ah, si vous aviez été parlé, qu'est-ce qu'on vient on est complètement out. Vrai trou. Le moral fort. Oui. Freud insiste sur le fait qu'à propos de cet amour de transfert, il peut exposer la prescription morale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand dans cette salle? L'émotion. Alors, tout de même, j'ai regardé les mots allemands. Vous allez les reprononcer après moi, s'il vous plaît. En allemand, je vais le dire, mais die Moralvorschrift. C'est ça? Oui. Et Freud ajoute, jusqu'à sa source, j'ai nommé la convenance. Et il se dit, Freud, dans l'heureuse position de lever l'embargo moral par des considérations de technique psychanalytique. Vous voyez que la distinction morale-éthique n'est pas absente de ce texte, tôt chez Freud, précoce. La traduction que j'ai n'est pas très bonne, il y a peut-être des meilleures, mais en allemand, alors pardon à nouveau, das moralische Oktroi, J'ai pris moi. Oktroi, l'octroi moral. Non, parce que l'embargo est un terme espagnol, ce qui ne me déplaît pas. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec l'octroi. Donc, considérer qu'on peut lever l'octroi moral par des considérations de techniques analytiques, alors là, Excusez-moi. Juste pour l'octroi, je me demande s'il n'y a pas, par rapport à l'embargo, ça peut avoir des liens si on passe par le droit d'octroi. tout à fait. L'octroi, en effet, merci, formel traduit par embargo quand même, est en effet le droit qui est octroyé aussi bien à un marchand d'avoir le monopole. Vous voyez qu'on a toujours de l'octroi. On n'en manque pas. Mais aussi bien le droit du Seigneur jusqu'à la dîme. Donc c'est un mot fort, l'octroi moral.
Et disons-le, c'est un mot de maître, ce qu'embargo dit moins. Dire le don moral. Le don moral. Ouais. Parce que dans les diplômes étrangers, on dit on a octroyé le titre de docteur en médecine Oui. à telle personne. C'est donné, c'est le professeur qui donne. Tout à fait, tout à fait. Lacan, lui, ne parlera pas de convenance, mais il parlera de connivence sociale, longtemps après l'éthique, dans l'envers de la psychanalyse. Après toute une période, celle de l'éthique, sur laquelle nous reviendrons, où Lacan met en avant das Ding, la chose, Lacan remarque que c'est Mélanie Klein qui a mis à la place centrale de das Ding le corps mythique de la mère. Mais, dans l'envers, il précise, à propos de l'octroi des interdits, il ne s'agit pas seulement de parler des interdits, mais simplement d'une dominance de la femme en tant que mère, et mère qui dit, mère à qui l'on demande, mère qui ordonne, et qui institue du même coup la dépendance du petit homme. La femme donne à la jouissance d'oser le masque de la répétition. Elle se présente ici en ce qu'elle est, comme institution de la mascarade. Elle apprend à son petit à parader. C'est là où va venir s'insérer la vaste connivence sociale qui inverse ce que nous pouvons appeler la différence des sexes naturels en sexualisation. Freud, à qui je reviens, je retourne, si j'osais, précise qu'au cours de l'analyse, les désirs de la patiente, cette amoureuse de l'analyste éventuelle, doivent être autorisés à persister en elle. Vous voyez qu'on est déjà loin de la morale. C'est pas moral qu'il accorde. C'est éthique, et pour tout dire, c'est pas loin d'une érotique. Celle que Lacan dira regretter que la psychanalyse n'ait pas été une érotique. Freud est plus précis. Il dit, je dois ici décréter comme un principe fondamental. Je vous rappelle que Stéphane a mis l'accent sur ce fondamental. Que les désirs et les besoins de la patiente doivent être permis de persister en elle de façon à ce qu'ils puissent faire office de force, la conjurant de travailler au traitement, de faire des changements, et, voilà la phrase importante, que nous devons faire attention de ne pas apaiser ces forces par des substituts. Surrogateux, c'est le mot freudien, hein, important quand même. Car, dit Freud, la condition de la patiente est telle que jusqu'à ce que ces refoulements soient levés, elle est incapable d'obtenir une satisfaction réelle. Un surrogate, l'analyste devenant un surrogate
ce qui deviendra un semblant d'objet cause du désir, un semblant d'objet petit a, même si l'analyse se poursuit dans l'abstinence. Mais un leurre, en allemand, c'est Luder. Luder, c'est ce que les voix disent sans arrêt à Schreber. Lacan tient beaucoup, jamais compris, je me suis même disputée avec lui, à traduire Luder par charogne. Enfin, le Lacan du séminaire 3. Mais Luder, c'est vraiment un leurre. Alors, entre leurre et charogne, bof, l'analyste, celui qui fait le mort, hein, on peut le mettre entre les deux. Hein. On ne va pas trop se disputer pour la traduction de surrogate. Et c'est toujours avec humour que Freud déploie les choses. Et je ne peux pas résister à vous lire le joke de Freud pour exposer de façon simple ce qui se passerait si le médecin cédait à un désir autre que celui de l'analyste. Et je demande à Stéphane de lire cette phrase. Bon choix de lecture. Donc c'est Freud. Hein. Ce qui arriverait au médecin et à sa patiente ne serait que ce qui est arrivé, conformément à cette anecdote amusante, au pasteur et à l'agent d'assurance. L'agent d'assurance, un libre penseur, est à l'agonie et ses proches avaient insisté pour faire appel à un homme de Dieu afin de le convertir avant qu'il ne décède. Je remarque que vous me donnez la blague. L'entrevue durait si longtemps que ceux qui attendaient à l'extérieur commençaient à espérer. À la fin, la porte de la chambre du malade s'ouvrit. Le libre penseur ne fut pas converti, mais le pasteur s'en alla avec sa police d'assurance. Eh oui, voilà les écueils de ce qu'on a appelé le contre-transfert. Ou du fait que le désir, après tout, bien légitime et bien fréquent, qu'un analyste peut avoir de prendre sa patiente dans les bras, ou parfois de l'étrangler, doit avant tout être dépassé par le désir de l'analyste. Sinon, Freud l'explique, voilà ce qui risque d'arriver. Il précise ensuite que si les avances de la patiente se voyaient retournées par le médecin, ce serait une grande victoire pour elle, une totale défaite pour le traitement. Elle aurait réussi dans tout ce que les patients s'efforcent de faire en analyse. Elle aurait réussi dans le agiron, Et alors, sur la question de l'Agiron, je vous renvoie au livre de Jean-Jacques Gorog. C'est pas moi qui vais en parler ce soir. Vous avez 200 pages là-dessus. Donc, je laisse le sujet, passage à l'acte, acting out, diverses traductions de l'Agiron. Certains l'ont d'ailleurs déjà entendu hier soir. Et Freud de poursuivre, textuellement, pour le médecin, des motifs éthiques s'unissent à des motifs techniques pour le retenir de donner à la patiente son amour. L'objectif qu'il gardait en vue est que cette femme, pour qui la capacité amoureuse est affaiblie par des fixations infantiles, devrait acquérir le libre arbitre. Il y a les femmes qui peuvent acquérir le libre arbitre, c'est clair. Augustin a bien expliqué que pour les hommes, il n'en est pas question. L'érection incontrôlable
ne permet à aucun homme d'avoir le total libre arbitre. C'est Augustin qui dit ça pour moi. Ah, c'était un connaisseur. C'était un connaisseur. Alors, elle ne devrait pas dissiper sa capacité amoureuse dans le traitement, mais la garder prête pour le temps où, après le traitement, les exigences de la vraie vie se font sentir. Ouais. Vous voyez que Freud précise que ce n'est pas toujours facile pour le médecin de se soumettre aux limites prescrites par l'éthique et la technique. Si quelqu'un en doutait, c'est répété par Lacan, sous la forme que j'ai dit tout à l'heure. La question n'est donc pas de ne pas avoir envie de. Mais, au fond, ce modèle freudien n'est pas très différent de ce que sera l'attitude de Socrate quand il désigne au jeune amoureux de lui son véritable objet qui, bien sûr, fait de Socrate, certes, le créateur de la maïeutique, mais également l'antécédent du psychanalyste. On ne peut pas dire que ça n'est pas absolument commun avec cette phrase. Suite à cela, Freud s'interroge sur la question de la vérité. Peu comme nous, avant nous. Vient ensuite une remarque sur la vérité qui n'a pas dû échapper à Lacan. Lecteur qui, lui, contrairement à moi, parlait l'allemand. Pas moi, l'allemand. C'était gentil pour quelqu'un de la génération d'après-guerre qu'on ne lui ait pas fait apprendre l'allemand. Mais enfin, ma résistance à moi a trop duré et m'a gênée pour lire Freud. Comme vous le voyez, j'essaye de m'y mettre un peu. Alors, Freud poursuit dans cette remarque que je trouve très frappante. J'aimerais maintenant examiner, dit-il, ces arguments avec un œil critique et soulever la question, à savoir si en les mettant en face du patient, nous disons vraiment la vérité, ou ne serions-nous pas en train de recourir, dans notre désespoir, à des cachotteries et des mensonges? En d'autres mots, pouvons-nous vraiment dire que l'état amoureux qui se manifeste dans le traitement analytique n'en est pas un véritable? Je pense que nous avons dit la vérité au patient, mais pas toute la vérité, sans regard pour les conséquences. Oui. Sans égard, je pense. Sans égard. Alors, là, sur le pas toute la vérité, elle n'est pas le livre allemand. Ça n'est pas toute la vérité textuellement. Malheureusement, voilà, ce que je vais vous dire, c'est l'essentiel. C'est le livre allemand. Bon, ça n'est pas quand même pas toute la vérité. Sûrement est une traduction faite par quelques lacaniens, mais c'est très proche. Malheureusement, c'est le livre que je n'ai pas. Non, mais là où c'est pas mal, c'est que c'est pas une traduction de lacanien, en fait. Parce que j'ai regardé les traductions. Ah, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas les lacaniens, parce que dans la traduction des œuvres complètes au PUF, donc les moins lacaniens qu'on puisse imaginer. Ah bah oui, c'est celle-là que je vous citais. Ouais, c'est pas toute la vérité. Ah bon. Les supposés. Hein, ça, alors. Hein. Mais bon, alors je suis désolée, j'ai oublié le livre allemand, je suis navrée. Il est bleu. Non, sous votre chaise, il y a quelque chose. C'est pas grave. Merci. Bon, désolée, hein, j'ai complètement
C'était important de vous dire cette phrase telle quelle, mais le seul livre que j'ai oublié, c'est celui qui fait référence. Mais, à part cette question, on ne peut pas sérieusement penser que Lacan n'ait pas lu ça, n'ait pas pris ça pour s'en servir. Hein, pas pour le répéter, mais pour avancer sur cette question de pas toute la vérité. Hein, comme vous le savez. Peut-être rappeler la phrase de Lacan. Parce que pour ceux qui ne sont pas familiers de Lacan, la thèse de Lacan est que la vérité, on l'a dit, pas toute. C'est l'expression. Parce que toute, on ne peut pas la dire. Merci. Mais dans ce texte, quand même assez formidable, il y a une phrase